Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Demain, journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Qu'est-ce qui est encore négociable dans cette réforme ? Elisabeth Borne a réaffirmé hier qu'elle ne bougerait pas l'âge de départ à la retraite fixé à 64 ans dans le texte débattu à l'Assemblée, tandis que d'autres aspects de la réforme peuvent encore évoluer. Que penser de cette réforme ? Que dire également de la stratégie suivie par le gouvernement? Pour en parler, nous sommes avec deux invités dont le regard distinct peut éclairer ce débat. Thierry Pech, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Terra Nova. Philippe Manière, vous êtes président et cofondateur de la société de conseil Vaesolis Communication. Comment comprendre, Philippe Manière, les propos de la Première ministre qui a assuré donc qu'elle ne bougerait pas sur l'âge de départ à la retraite fixé à 64 ans? C'est difficile parce qu'effectivement, normalement, quand on entre dans une négociation, on ne se ferme aucune voie. Donc celle-ci, elle a décidé de la fermer. Je pense que ça a ressorti à la symbolique dans son esprit, c'est-à-dire que l'idée est de remonter clairement dans l'esprit de tous l'âge de la retraite pour qu'on comprenne qu'il y a un problème qui justifie une mobilisation générale. Peut-être aussi que c'est une manière, d'un point de vue plus politique cette fois, d'ouvrir la porte sur d'autres sujets en disant celui-ci est fermé, mais d'autres peuvent être discutés. La question de toute façon de cet âge légal est une des questions sur lesquelles on peut éventuellement critiquer cette réforme, à laquelle je suis plutôt favorable, mais sur laquelle je pense qu'effectivement on peut exercer un certain nombre de critiques, celle-ci en étant une. Pourquoi remonter l'âge légal, sachant que ce qui pourrait être dans une espèce d'univers un peu, j'allais dire, roudoudou et gentillet, mais dans un univers simple, on pourrait se dire, mais après tout, chacun cotise un certain nombre de trimestres, puis a droit aux mêmes, sont ouverts pour lui les mêmes droits, et on n'a pas besoin de cette borne d'âge, de cet âge légal. Il y a d'autres raisons d'en mettre un, évidemment, mais c'est probablement le point sur lequel on peut contester. Or, c'est celui sur lequel elle a dit qu'elle n'était pas ouverte. C'est ça qui est intéressant, comme le prouve votre question. Thierry Pech. Je crois que c'est le principe actif de cette réforme, le recul de l'âge légal à 64 ans, combiné à une accélération des mesures Touraine concernant la durée d'assurance requise, ce qu'on appelle la durée de cotisation. Si vous enlevez ça, il y a plus de réforme. Bon. C'est-à-dire qu'on peut la comparer. Alors, Philippe Manière n'est pas d'accord, mais on peut résumer cette réforme, selon vous, en deux chiffres. C'est son principe actif. Son principe actif. Toutes les autres mesures sont là en compensation de ce principe actif. Si vous enlevez ce principe actif, il n'y a pas lieu de faire les compensations que le gouvernement a promis de faire. Par ailleurs, la Première ministre dit « Moi, j'ai discuté avec les syndicats, je suis parti d'une base qui était 65 ans, on est arrivé à 64, maintenant, je ne bouge plus. » Alors, je suis d'accord avec Philippe Manière sur un point, c'est une façon de dire, on peut discuter de tout le reste. On peut discuter des carrières longues, de l'index senior, on peut discuter de toute une autre série de sujets qui sont des contreparties, des compensations, des façons d'amortir l'effet de ce principe actif qui peut être très brutal. Pas pour des gens qui ont étudié longtemps, qui sont entrés tardivement sur le marché du travail et qui de toute façon avaient prévu de partir bien après l'âge légal, parce qu'ils en ont besoin tout simplement pour réunir les 43 annuités de cotisation. Mais pour tous ceux qui ont des qualifications moyennes, qui ont commencé à travailler à 20, 21, 22 ans, cette barre légale, qui est un truc très directif, hein. On compare souvent la France avec les autres pays européens, on dit regardez, les Allemands partent pas avant 67 ans. C'est pas vrai. Le 67 ans allemand, c'est l'équivalent de notre 67 ans à nous, c'est-à-dire c'est l'âge sans décote. Vous pouvez partir avant, ça vous coûte cher, parce qu'évidemment vous avez des décotes importantes, mais donc nous on a un âge légal qui fait que c'est interdit de partir avant. C'est très directif et assez contraignant. Mais alors, Philippe Manière, vous n'étiez pas d'accord quand vous entendiez Thierry Pech dire que les 64 ans, les 43 ans donc de cotisation nécessaires étaient les deux points, le principe actif, disait Thierry Pech. Non, les 64 ans sont effectivement un point sur lequel la Première ministre, on vient de le dire, s'accroche. À mon avis, l'essentiel de cette réforme, c'est en gros l'accélération de ce qu'on appelle la réforme Touraine, c'est-à-dire la remontée progressive et donc plus rapide qu'on avait prévu du nombre de trimestres qu'on doit avoir cotisé pour avoir droit à une retraite à taux plein. C'est ça l'essentiel d'ailleurs. C'est ça aussi qui heurte les syndicats, une partie de l'opinion.
Alors pour le coup, je ne comprends pas du tout pourquoi. Parce qu'autant sur l'âge de la retraite, je peux comprendre, à raison des arguments que vient d'invoquer Thierry, et d'autres d'ailleurs, qu'on puisse se dire que c'est un peu violent socialement. Je pense que ça ne l'est pas tant que ça. Mais il y a des arguments contre le report de l'âge légal. Autant sur l'augmentation du nombre d'annuités cotisables, au fait de trimestres, je ne vois pas comment on peut contester l'opportunité de le faire, pour des raisons, encore une fois, qui sont arithmétiques. Alors, c'est devenu inavouable de dire, pardonnez-moi, je m'autorise de la règle de 3. Mais c'est un fait que quand les gens vivent plus vieux et qu'ils vivent plus longtemps à la retraite, alors il y a 3 solutions seulement pour équilibrer le régime. Faire cotiser plus les salariés, réduire les pensions ou décaler légèrement l'âge de la retraite. Et je dis légèrement parce que moi, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup dans ce débat, c'est la disproportion qu'il y a entre l'impact de la réforme, sauf dans certains cas très particuliers sur lesquels on peut sans doute travailler, et l'enlevée de boutique à laquelle elle donne lieu. Si vous regardez, compte tenu que tous ceux qui sont nés après 72 auraient été de toute façon rattrapés sans cette réforme, j'insiste, sans cette réforme, par l'augmentation du nombre de trimestres à cotiser au titre de la loi de la réforme Touraine. Vous avez uniquement 12 classes d'âge, c'est-à-dire les gens qui sont nés entre la deuxième partie de 1961, à partir du 1er juillet 1961, et ceux qui sont nés à la fin de 1972, donc les gens qui sont nés en 61, etc., jusqu'à 72, sont impactés à raison de 1 à 3 trimestres de plus à cotiser. Vous voyez ce dont on parle, c'est-à-dire que vous avez 12 classes d'âge en plus chaque année. Non. Si, parce que la génération et donc, 61 à l'arrivée, vous avez au total à 62 effectivement, 2 trimestres. et donc vous aurez au total 7 ou 8 trimestres de plus. Voilà. Pour ceux qui sont le plus impactés. Voilà. Mais c'est extrêmement limité au total. Et c'est ça, moi, qui me frappe beaucoup, c'est que c'est très peu de gens pour lesquels on demande un effort qui, effectivement, est substantiel, mais qui n'est pas délirant. Et on se focalise sur un impact qui semblerait nous faire basculer d'un système social à un autre. Vous voulez dire quoi? Que c'est symbolique? Non, c'est pas symbolique. Je dis que simplement, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, l'essentiel de ce qui est en train de se passer. On est dedans, c'est l'accélération de la réforme Touraine. La réforme Touraine, elle était déjà en marche et elle faisait que, de toute façon, pour l'essentiel, dans 10 ou 12 ans, on aurait été là où on va nous mettre maintenant. Mais l'argument est réversible. Si c'est beaucoup de bruit pour rien, c'est peut-être aussi une réforme qui ne mériterait pas... Moi, je pense qu'elle est insuffisante. Malheureusement, on y reviendra dans 10 ans. Parce que, précisément, les simulations sur lesquelles sont fondées les projections, enfin les hypothèses sur lesquelles sont fondées les projections démographiques et économiques qui font qu'on pense que cette réforme va faire arriver à l'équilibre sont très discutables. Typiquement, 1% de gain de productivité par an et 4,5% de chômage. C'est totalement déraisonnable. Donc, si vous voulez, vous avez une réforme qui est censée nous rapprocher de l'équilibre sans nous l'assurer complètement, compte tenu des amendements qu'on doit faire pour tenir compte des carrières longues, etc., à juste titre, hein, Thierry a raison sur ce point, mais à l'arrivée, on est déjà certain que dans 10 ans, il faudra y repasser. C'est ça, moi, qui me navre dans cette question de retraite, c'est qu'on y revient en permanence parce qu'on ne règle jamais complètement le problème. Thierry Pêche. Bon, je ne crois pas qu'on puisse dire que l'essentiel du principe actif de cette réforme, c'est l'accélération des mesures Touraine pour arriver plus vite à 43 annuités de cotisation. D'ailleurs, quand on regarde le bilan comptable de cette réforme, l'essentiel du rendement comptable de cette réforme, c'est le recul de l'âge légal. Hein, l'accélération de Touraine apporte 3 milliards d'euros de rendement en plus, mais c'est vraiment l'âge légal qui fait l'essentiel de l'effort. Par ailleurs, à la fin à l'horizon de la prospective, comme disent les statisticiens, il y a un écart moyen d'âge de départ à la retraite de 9 mois entre la situation sans réforme et la situation avec réforme. De toute façon, cet âge moyen de départ, je finis Philippe, il augmente. Il augmente du fait de la réforme Touraine et du fait que beaucoup de gens ont des carrières incomplètes. Donc, il est aujourd'hui au-dessus de 62 ans, je crois qu'il a 62,9 exactement. Il va monter à presque 64 avec la réforme, il va monter à presque 65. Voilà, donc c'est pas rien. Un an en plus. C'est pas grand-chose pour des gens qui sont bien sur le marché du travail, qui vont bien, merci pour eux, etc. Pas de problème. En revanche, pour ceux qui sont en situation de précarité sur le marché du travail, qui sont usés, qui ont un niveau d'employabilité relativement faible, etc., c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que c'est une zone de risque, on ne peut pas le contester. Non. Et par ailleurs, c'est la première réforme des retraites, et Dieu sait si nous en avons eu, qui est monoparamétrique. Voilà, je m'explique. En gros, Philippe l'a dit, vous avez 3 grands paramètres. Le niveau des cotisations, le niveau des pensions et l'âge de départ. L'âge de départ qui se décompose en 2 leviers, la durée de cotisation et l'âge légal. Bon. La plupart des réformes, dont celle Touraine en 2014, appuyaient sur les 3 touches.
Alors, avec une insistance plus grande sur l'une des trois, mais par exemple la réforme Touraine qui faisait le 43 annuités dont nous parlons tous, la durée d'assurance requise, faisait aussi un effort sur les cotisations, qui ont un peu augmenté, légèrement, et un effort sur le niveau des pensions en demandant aux retraités une contribution via des mécanismes qui sont un peu ésotériques aujourd'hui, mais on avait décalé de 6 mois la date de revalorisation des pensions, et on avait fiscalisé les avantages, je crois, pour enfants. Bon. Plus vous combinez, plus vous cherchez un accord sur les trois touches, moins l'effort demandé à une seule catégorie est important. C'est ça qui compte. Moi, c'est là que je ne conteste pas le fait que cette réforme soit nécessaire, qu'elle soit légitime. Je ne conteste pas non plus le fait qu'il soit bon de chercher à augmenter le PIB potentiel de ce pays par un choc de main-d'œuvre pour financer ensuite de l'éducation, de la santé, la transition écologique, etc. En revanche, je conteste la façon dont c'est fait, qui ne me paraît pas équitable, du fait que c'est une réforme monoparamétrique qui agit en particulier sur le paramètre et le levier qui est le moins équitable, et Philippe en convient lui-même, c'est l'âge légal de départ. Philippe Manière. Je crois que ce que vient de dire Thierry sur l'objectif, disons en dehors de l'objectif nécessaire, qui est celui de l'équilibrage d'un régime qui sinon part dans le décor, il y a effectivement quelque chose qui est ressorti vraiment pour le coup alors à la ligne que s'est fixée Emmanuel Macron depuis son arrivée. Moi je suis en désaccord avec lui sur beaucoup de sujets, mais là je trouve qu'il est plutôt sur une analyse qui est juste. Notre pays souffre d'une insuffisante mobilisation de ses capacités de production. Le nombre d'heures de travail en France est extrêmement bas par rapport à la moyenne, et en particulier quand vous rapportez... de la vie entière, précisez-le. Absolument. Donc ça veut dire qu'il y a à la fois un problème de taux d'emploi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de gens qui sont en emploi, il y a trop de gens qui sont au chômage, il y a un problème de temps de travail hebdomadaire, et puis un problème de temps de présence dans l'emploi entre la fin des études et le début de la retraite. Les trois se combinent. Mais si vous faites le total de ces trois problèmes qu'a la France, car de fait, nous avons plus de chômeurs que chez la plupart de nos voisins, nous avons un temps de travail hebdomadaire ou annuel, mais qui est inférieur en période d'activité, et nous avons un départ à la retraite qui est bien plus qui est précoce par rapport à la moyenne. Quand vous comparez le total des heures effectivement travaillées par les salariés et les indépendants au passage, rapporté au nombre d'habitants, c'est-à-dire que vous prenez tous les Français puis vous regardez le nombre d'heures qui sont travaillées et vous divisez le nombre d'heures par le nombre de gens qu'il faut, j'allais dire, nourrir avec ça. C'est quand même pas sans importance. La France est, je crois que ce sont des recherches d'Hippolyte Dalbis, en tout cas c'était cité par les Échos il y a quelques jours, et je trouve que c'est très impressionnant. La France est à 634,8. C'est les heures effectivement à travailler rapporté au nombre d'habitants. Vous divisez le nombre d'heures travaillées par les 65 millions de Français. Nous, on est à 634. Les Allemands sont à 728. L'Union européenne est à 750. C'est-à-dire vous avez 12% de plus pour l'Allemagne, vous avez 17% de plus pour l'Union européenne. Alors, je ne vous parle même pas des cas extrêmes que sont la Corée ou le Japon. Vous êtes entre 35, 40, 50%. Ça, c'est un sujet qui est très important parce que... La question de la prospérité d'un pays, elle dépend très profondément de la capacité dans laquelle ce pays est de mobiliser ses facteurs de production. Les facteurs de production, c'est simple, c'est le capital, c'est le travail. Et si vous n'avez un pays où il n'y a pas assez d'heures travaillées, vous ne pouvez pas, et Thierry le rappelait très justement, financer autant qu'il est nécessaire l'éducation, la santé, etc. Mais on ne peut pas dire à la fois, il faut travailler plus pour pouvoir financer tout ça, et il faut jouer sur les trois claviers, sur les trois touches du clavier. Si vous voulez que l'effort porte, qu'on mobilise le plus possible un travail qui n'est pas suffisamment mobilisé, alors vous devez focaliser l'essentiel de la réforme sur ce point. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire autre chose, mais c'est ça la priorité, dans la perspective même que vous évoquez. 2 points. Thierry Pêche. Laissons de côté les choses sur lesquelles nous sommes d'accord, et il y en a, on l'a dit. Concentrons-nous sur les désaccords. J'ai un désaccord sur la façon de présenter la situation. Pas sur les chiffres, je vous rejoins, mais sur la façon de la présenter. On dirait qu'on part d'un monde figé. C'est pas vrai. Les problèmes liés au ratio de dépendance, c'est-à-dire aux proportions d'actifs pour un retraité, on les connaît depuis 30 ans. Et on n'a pas rien fait. On a fait les réformes Balladur, Fillon, Woerth, etc., justement pour ça. Et on est en dynamique. Si on regarde le taux d'emploi des seniors, prenons la tranche 55-64, tous les pays européens ont poursuivi cet objectif d'activer les facteurs de production du travail dans les classes d'âge les plus âgées du salariat. Et tous ont fait des progrès, nous aussi. En 10 ans, 15 ans, on a fait plus 10 points sur le taux d'emploi des 55-64 ans. Mais pendant ce temps-là, les autres faisaient plus 12.
C'est vrai, mais la situation n'est pas figée. Elle est en mouvement du fait des réformes passées. Elle est en mouvement aussi, Philippe, et il faut en tenir compte, du fait d'un marché du travail qui est beaucoup moins déprimé aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 10 ou 15 ans. Quand vous regardez les Pays-Bas, le Danemark ou des pays qui ont de bien meilleurs taux d'emploi des seniors, il y a un facteur qui a joué en leur faveur, qui n'a pas joué chez nous. Alors, ça serait un autre débat, c'est le fait qu'ils avaient un marché du travail très peu déprimé et que donc les entreprises avaient intérêt à conserver des salariés âgés parce qu'elles avaient des problèmes de recrutement. Bon. Deuxième point, on ne peut pas dire que, par exemple, demander une contribution aux retraités les plus aisés soit contraire à l'objectif que vous poursuivez. Ça n'entamerait en rien les facteurs de production du travail de demander à ceux qui sont aujourd'hui à la retraite et qui gagnent, par exemple, plus de 2000 € de pension, je prends cette toise parce que c'est à peu près, de voir leur retraite évoluer plus lentement parce qu'on la désindexerait d'un point, par exemple. C'est toujours possible techniquement, mais ça me paraît totalement illégitime. Mais comme vous le savez, déjà, le système des retraites est très redistributif. Vous avez tout de même, malgré tout, des droits qui sont quand même corrélés à ce que vous avez cotisé. Qu'est-ce qu'on a fait en 2018 ? Attendez, mais je ne dis pas que qu'est-ce qu'on a fait en 2018 De manière terminée. Beaucoup de choses sont passées dans l'histoire qu'il ne serait pas opportun de reproduire. Donc le fait qu'on ait fait une bêtise dans le passé me laisse pas à penser qu'il soit opportun de la reproduire aujourd'hui. Mais moi, je voudrais revenir sur ce que vous disiez. Non. Thierry Pech vous répond sur ce point. C'est important. On est, je crois, le seul pays en Europe et l'un des seuls au monde à avoir des retraités dont le niveau de vie moyen est supérieur à celui des actifs. Quand, en plus, on tient compte du fait que 75% de ces retraités sont propriétaires de leur résidence principale et donc ne payent pas de loyer. Bon. Donc en réalité, ils ont un niveau de vie effectif moyen assez supérieur aux actifs. Je mets de côté ceux qui ont des petites retraites, et ils sont très nombreux, mais ceux qui ont des retraites plus importantes, qu'on leur demande une contribution par la CSG ou un autre moyen, ou la désindexation, ça ne me paraît pas surréaliste. Je ne serais pas choqué qu'on supprime un certain nombre d'avantages dont bénéficient les retraités et qui me semblent totalement indus. Il y a des abattements pour frais au niveau de l'impôt sur le revenu, ce qui est complètement surréaliste, avoir des frais professionnels quand on est à la retraite. Bon, la CSG, tout ça est défendable. En revanche, c'est sur l'idée même qu'il faille jouer sur une forme de redistribution à l'intérieur de la classe des retraités au titre de leur revenu de retraite que je suis très choqué que vous disiez ça, parce que vous savez comme moi que le système de cotisation et de prestation en France, au niveau de la retraite comme partout ailleurs, est déjà hyper redistributif. C'est-à-dire que ceux qui ont beaucoup payé récupèrent moins en proportion de ce qu'ils ont payé en termes de droits ultérieurement. Donc l'idée qu'on puisse refaire de la redistribution d'un système qui est déjà redistributif, je trouve ça choquant. Mais ce qui me frappe surtout, c'est que vous avez dit vous-même tout le bénéfice de la mesure d'âge, que je conteste moi-même pour partie. Mais l'un des intérêts d'avoir une mesure d'âge, c'est que vous avez ce qu'on appelle, et vous le savez bien, l'effet horizon, c'est-à-dire que quand les employeurs et les salariés savent que c'est à 64 ans qu'on devra normalement partir, eh bien les employeurs et les salariés se mettent moins probablement d'accord sur des départs anticipés, et c'est ce que nous recherchons collectivement. Ils ne sont pas d'accord sur cette réforme des retraites. On les retrouve dans quelques minutes pour continuer d'évoquer ce qu'elle contient, mais aussi la manière dont politiquement celle-ci est défendue par le gouvernement, contestée notamment par la gauche et le Rassemblement national. On vous retrouve Philippe Manière, président et cofondateur de la société de conseil Vaesolis Communication, et Thierry Pech, directeur général de Terra Nova. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. 8h21, on évoque cette réforme des retraites avec deux points de vue distincts. Philippe Manière, président et cofondateur de la société de conseil Vaesolis Communication. Thierry Pech, directeur général de Terra Nova. Mon camarade Jean Lémarie, dans son billet politique, vient d'évoquer les désaccords au sein du Parti socialiste sur la réforme des retraites. Un accord pour être contre la réforme, un désaccord en matière de report de l'âge légal. L'un voudrait le maintenir à 62 ans, l'autre voudrait que celui-ci soit aligné sur la proposition de la NUPES, autrement dit, à 60 ans. Ça montre malgré tout qu'il y a une question, tout d'abord des différences sur la retraite, y compris à gauche, et de toute façon une question de financement qui ne manquerait pas de s'opposer. Oui, en effet. Moi, je suis assez triste de toutes ces péripéties. On pense qu'on a touché le fond et en fait, il y a toujours un double fond qui fait que la tragédie continue. J'en suis triste parce que ce qui a fait la force du PS dans le passé, sa culture de gouvernement, c'était sa capacité à rassembler des gens assez différents autour d'une culture de gouvernement.
Et le PS a perdu en 2017 et n'a jamais retrouvé depuis, et même n'a jamais cherché à retrouver depuis, une grosse partie du centre-gauche. De ces gens qui disent, comme moi, je vais me citer parce que je crois que j'en fais partie, une réforme est nécessaire, une réforme des retraites, là en l'occurrence, elle est légitime, mais pas celle-là. On pouvait faire autrement, on pouvait faire 63, plus durée de cotisation, plus mise à contribution, etc. Chercher le chemin d'un autre progressisme plus juste, moins brutal et néanmoins responsable face aux enjeux du pays. Tout ça a disparu du Parti socialiste. Et si tout ça ne réapparaît pas au Parti socialiste, c'est le Parti socialiste qui disparaîtra. La vérité, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas d'espace, aujourd'hui, à gauche, pour un Parti socialiste qui passerait son temps à essayer de singer la force radicale plus à gauche que lui. Enfin, dire retour à 60 ans. D'abord, comment on fait ? Financièrement, comment on fait ? Qui le croit aujourd'hui ? Qui le croit dans l'opinion ? Bon, je pense que tout ça n'est... Un certain nombre. Un certain nombre. Non, je ne crois pas. Non, je pense, si vous voulez... Vous pensez qu'il ne le croit pas ? Parce que d'après les sondages... Non, mais que l'opinion soit opposée à la réforme portée par Elisabeth Borne, ça fait aucun doute. Il y a aussi beaucoup d'électeurs de bords différents, comme vous le savez, aussi bien au Rassemblement national qu'à gauche, qui considèrent qu'une retraite à 60 ans, financée par... ou bien des taxes sur les individus les plus aisés, ou bien un redéploiement de la fiscalité, eh bien, cela pourrait être possible. Non, mais que des gens en rêvent, d'accord, mais qui le croit ? Voilà, je pose cette question, je la pose. Elle n'est jamais posée dans les sondages que vous citez. C'est un distinguo entre le rêve et la croyance. La crédibilité, Guillaume, ce qui fait qu'on pense que quelque chose n'est pas seulement désirable, mais que c'est possible. Bon, je ne suis pas sûr que cette crédibilité, à 60 ans, existe réellement. Philippe Manière. Non, enfin, je vais doubler légèrement Thierry sur sa gauche. Je crains malheureusement qu'il y ait un certain nombre de gens qui le pensent. Parce que malheureusement, sur ce sujet, le débat est très idéologique et il y a installé dans l'espace public, c'est assez récent à mon avis, depuis seulement 10 ou 15 ans, mais il y a l'idée que... il y a de l'argent, si on cherche, on en trouve. Voilà. Mais pourquoi ne pas y croire, Philippe ? Pourquoi ne pas y croire, Philippe Manière ? Puisque c'est assez simple d'imaginer une retraite à 60 ans. On a 3 paramètres. L'un des paramètres sont les cotisations. Il suffirait de les augmenter. Ça c'est sûr. Si vous augmentez les cotisations, vous imaginez bien... Il y a 2 manières d'augmenter les cotisations. Enfin, d'un point de vue économique, c'est la même chose, mais du point de vue du perçu de l'intéressé, soit vous augmentez les cotisations salariales à salaire brut identique, ça veut dire que les gens vont gagner moins. Je vous rappelle qu'il y a seulement 6 mois, on parlait de pouvoir d'achat du matin au soir, donc ça me paraît difficilement concevable. Je n'ai pas dit que ça serait neutre. Non, j'ai bien compris, mais je veux dire, voilà, les 2 possibilités. Et l'autre possibilité, c'est de garder le salaire net de chaque salarié, mais d'augmenter les cotisations qui sont prises en charge par l'employeur. Et ça, c'est parfaitement documenté en économie. Et d'ailleurs, ce qui se passe depuis 5 ans le montre à contrario. C'est une excellente manière de créer du chômage. C'est-à-dire, si vous augmentez le coût du travail, en particulier sur les basses qualifications, vous avez toutes sortes d'effets, mais l'un des effets les plus certains et les plus incontournables, c'est que vous détruisez de l'emploi. Et donc, au passage, de la matière taxable pour financer les retraites. Donc, c'est une idée bouffonne. Vraiment, elle ne tient pas la route. Sincèrement, quand vous regardez autour de nous, il n'y a pas un seul pays dans le monde qui envisage de diminuer l'âge de la retraite. C'est pas parce qu'on veut embêter tout le monde. Moi, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup. On dit, mais alors, tous ces gens qui sont antisociaux, qui veulent nous obliger à prendre la retraite plus tard, à votre avis, ils le font juste pour être impopulaires, pour se faire agonir? Évidemment pas. Ils le font parce qu'ils perçoivent que c'est une nécessité. Le font-ils bien ou pas bien? Je n'en sais rien. Mais il est bien évident que s'ils ne proposent pas la retraite à 60 ans qui serait délicieuse aux oreilles des électeurs, c'est parce qu'ils savent que c'est absolument impossible. Alors, au-delà de ça, Thierry Pech, il y a de toute façon, sauf si vous êtes en désaccord avec cela, un constat donc de déséquilibre du système qui oblige aujourd'hui à trouver une nouvelle manière de financer ce système des retraites, puisque vous êtes en désaccord avec la réforme actuelle. Que pourrait-on préconiser pour que le système soit à nouveau à l'équilibre ? Alors, de fait, vous avez raison. Si on regarde les projections du Conseil d'orientation des retraites, du COR, il y en a une qui nous explique qu'un retour à l'équilibre est possible sans rien faire, mais ces conditions sont tellement peu probables qu'on peut être sûr que le contraire va arriver. Après, à faire des projections à 2030-2035 sur des accumulations d'hypothèses, faut pas prendre les chiffres pour argent comptant, mais en gros, on a un déficit devant nous
Voilà, même si on fait des hypothèses raisonnables. Alors comment on fait pour le résorber? Moi, je veux bien qu'on joue, je le disais tout à l'heure, on a un clavier à 3 touches, et sous chacune de ces touches, il y a encore une modulation possible. Je veux bien qu'on joue un peu sur l'âge légal, mais un peu seulement parce que c'est le truc le plus brutal qui soit. Pour la raison que j'ai dite, c'est-à-dire que pour ceux qui ont un haut niveau d'études, de toute façon ils partiront après, ça leur fait rien du tout, donc ça fait porter l'effort sur ceux qui sont en dessous, et ça ne me paraît pas juste. Donc le faire, pourquoi pas, mais le faire juste un peu. Passer à 63 plutôt que 64 par exemple. Accélérer Touraine, accélérer l'augmentation de la durée d'assurance requise pour le taux plein, j'y suis également favorable. Pourquoi ne pas aller un petit peu plus loin? Parce que ça, pour le coup, c'est une façon beaucoup plus équitable d'agir sur la répartition des efforts. Hein. Ça pèse sur tout le monde, la durée de cotisation. C'est aussi bien sur les diplômés que sur les non-diplômés. Donc c'est plus juste. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas s'interdire de faire 2 choses pour boucler un financement dont on peut estimer que les besoins se situent, si on veut financer toutes les contreparties qui sont dans cette réforme et qui ne sont pas nulles du tout, hein. J'espère qu'on aura l'occasion de le dire, il faut atteindre 18-19 milliards de rendement. Pour atteindre ces 18-19 milliards de rendement, avec ce que je viens de dire, il y a besoin probablement d'un complément qui consiste à demander un petit effort aux retraités aisés, en freinant par exemple l'évolution des pensions au-dessus de 2 000 €, en la désindexant d'un point, en augmentant la CSG. Enfin, il y a plusieurs façons de faire. Je ne veux pas entrer ici dans la Avec un coût politique, je ne vous demanderai pas de chiffrer. Mais je sais bien, personne n'en veut de ce point-là. Mais quand on prétend avoir le courage de la réforme, il faut aussi l'avoir devant ses propres électeurs. Voilà. Et par le passé, c'était pas populaire non plus, et pourtant on l'a fait. On l'a fait discrètement. Et puis enfin, je pense que si on veut demander un effort aux entreprises sans peser sur le pouvoir d'achat des salariés, il y a aujourd'hui des exonérations de cotisations entre 1,5 et 3,5 SMIC, dont le Conseil d'analyse économique nous dit qu'elles ne servent à peu près à rien, ni pour la compétitivité, ni pour l'emploi. Eh bien, on peut peut-être aller chercher de ce côté-là le complément dont on a besoin, sans grever, parce que là, je pense qu'il y a un point sérieux, sans grever excessivement le coût du travail. Philippe Magnière. Non, d'abord, je voudrais revenir sur quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est que, à part certaines situations particulières auxquelles je viendrai dans un instant, tout ça n'est pas non plus spectaculairement une révolution du comportement des actifs, de l'âge auquel ils devront partir. Thierry m'a troublé tout à l'heure quand il disait non, ça s'ajoute. Non, ça ne s'ajoute pas. Le nombre de trimestres en plus pour les 12 années de naissance que j'ai mentionnées, c'est en gros, si vous êtes né avant la mi-61, vous n'êtes pas concerné. Si vous êtes né après 73, vous n'êtes pas concerné parce que vous auriez été rattrapé par la réforme Touraine. Le maximum de trimestres en plus pour quelqu'un qui a les durées de cotisation requises par la réforme progressivement, c'est 3 trimestres. C'est-à-dire que personne est passé avant la réforme. Donc ça veut dire qu'encore une fois, ça n'est pas spectaculaire. Je ne dis pas que ça n'est pas un effort. Moi-même, je vais y passer, vous peut-être aussi Thierry. Tout le monde préférait s'arrêter avant, à condition de considérer le travail comme surtout une damnation. Je veux juste réagir sur ce point. Je vous rends la parole, Philippe. Ce qui compte, c'est l'âge moyen de départ, à la fin. Oui. À la fin de l'histoire. L'âge moyen de départ avec la réforme, c'est ce que dit l'étude d'impact du gouvernement, je n'ai pas sorti ça de mon chapeau, c'est plus 9 mois à la fin de la période qu'on observe. Bien sûr. 9 mois, pas un trimestre, 3. Oui, mais ça, c'est les 9 mois, c'est ce à quoi on arriverait s'il n'y avait pas de réforme à la fin de la période, parce que ça serait rattrapé par la réforme. Non, c'est la différence entre avec et sans réforme. Non, puisque à partir de 73, on est rattrapé par la réforme Touraine. Toujours est-il que ça n'est pas considérable, et moi je pense que c'est parfaitement admissible pour tous les salariés qui sont dans une situation, j'allais dire, normale, où travailler, c'est ce que chacun sait quand il a fait plus d'une demi-heure de philo, c'est à la fois une damnation et un accomplissement, etc. Donc on peut tenir 9 mois de plus, je pense. Surtout pour certains, pour beaucoup, ce sera 3 mois, 6 mois. En revanche, et là où je crois nous sommes tous d'accord, il y a des cas particuliers de gens qui ont commencé à travailler très tôt et qui statistiquement sont souvent dans des emplois où il y a une dimension de pénibilité physique ou d'épuisement plus rapide, etc., etc.
ne faisons pas comme si on écrivait sur une page blanche. Ces situations ont été bien identifiées au fil des précédentes réformes. Il y a déjà toutes sortes de mécanismes qu'on appelle carrière longue, qu'on appelle, etc., pénibilité. Et tout ça est déjà dans le droit aujourd'hui avant la réforme. Et la réforme, même si on peut toujours dire qu'elle pourrait en faire plus, j'en conviens volontiers, renforce à certains égards ces droits-là. C'est-à-dire qu'avant, il fallait avoir travaillé avant 16 ans, puis après on a dit avant 17 ans, 18 ans. Bon, là, on est pratiquement à 20 ans sous certaines réserves. Il y a un moment, si vous voulez, si on dit aux gens, si vous êtes rentré sur le marché du travail avant 30 ans, vous avez une carrière trop longue, ça n'est pas raisonnable. Donc il faut bien s'arrêter à un moment. Aujourd'hui, la prise en charge des gens qui ont commencé tôt et qui, encore une fois, statistiquement font des jobs pénibles, c'est-à-dire à 16 ans, 17 ans, 18 ans, c'est pris en charge par des mécanismes spéciaux qui leur permettent de partir à 62 ans, parfois à 60 ans, parfois même avant s'ils ont commencé très jeunes. Il y a quelques cas particuliers qui certainement seront traités au Parlement et sur lesquels on peut revenir si vous voulez, mais principalement, il ne faut pas faire comme si la réforme était injuste et comme si l'État, avant la réforme, l'État du droit était injuste, car ces situations-là ont été identifiées, beaucoup d'ailleurs à la demande de la CFDT, ont été traitées au fil des réformes précédentes, et on n'est pas dans un univers totalement sauvage. Et une partie, encore une fois, de ces mécanismes sont renforcés par la réforme, qui a des défauts, j'en conviens, mais on ne peut pas lui objecter le fait qu'elles sont antisociales au motif qu'elles ne prendraient pas en compte ces situations-là. Elles sont prises en compte dès avant la réforme, et les mécanismes sont renforcés par la réforme. Alors Thierry Pech, il y a aussi, donc, parmi les différentes questions et les reproches qui sont faits à cette réforme, il y a la question donc des inégalités et notamment pour les femmes, cette réforme serait plus encore désavantageuse. Je vais revenir sur ce qui vient d'être dit et puis j'en viens au point que vous soulevez. Vous en serez reconnaissant. Je vais mériter cette reconnaissance, Guillaume, ne vous inquiétez pas. Le coût de la retraite, c'est quoi ? C'est de la durée de vie à la retraite multipliée par un niveau de pension. Oui. C'est une surface, vous voyez, il y a 2 dimensions. Quand vous regardez par décile de pension, de niveau de pension, donc les 10% qui ont les pensions les plus basses, puis 10% qui ont les pensions, etc., jusqu'aux plus riches. Qui gagne, qui perd, au regard de cette double dimension ? C'est ça qui compte à la fin de l'histoire. Les 3 premiers déciles, ils gagnent. Tous les autres, ils perdent. Les 2 derniers, beaucoup moins que les 5 du milieu. Voilà. Entre D4 et D8, techniquement, donc le 4e décile de niveau de pension jusqu'au 8e, ils perdent plutôt beaucoup. Parce qu'ils y perdent en durée sans y gagner réellement en niveau de revenu. Voilà. Donc, je dis ça pourquoi ? Je dis ça parce que les compensations introduites dans cette réforme par le gouvernement ne sont pas du tout négligeables. Il y a celles qui tiennent aux carrières longues, il y a celles qui tiennent au minimum contributif pour ceux à 85% du SMIC, pour ceux qui ont une carrière complète au niveau du SMIC. Il y a pas mal de contreparties et à la fin, ça produit des effets. Et ça, ces effets, ils ont été calculés par FIPADICT récemment, ils sont significatifs. Voilà. Après, il y a évidemment des parcours particuliers. Et ça, on peut en sortir du chapeau plein. Alors, les femmes. Je veux mériter la reconnaissance de Guillaume Erner, donc j'en viens aux femmes. Les femmes, il y a pour elles, dans cette réforme, quelques bonnes nouvelles. D'abord, l'âge du taux plein n'a pas bougé. Dans les réformes précédentes, on l'avait bougé, cet âge du taux plein. Il y a beaucoup de femmes, enfin, en tout cas, parmi ceux qui vont jusqu'à 67 ans pour avoir une retraite sans décote, les 2 tiers sont des femmes. Ce sont des femmes qui ont des carrières hachées, mitées, qui s'efforcent de rester très longtemps sur le marché du travail pour pouvoir avoir une retraite à taux plein mécaniquement à 67 ans. Ensuite, les femmes, elles vont pas mal bénéficier de l'augmentation du minimum contributif, ce fameux 85% du SMIC pour une carrière complète, etc. Donc ça aussi, ça joue. Il y aura une meilleure prise en compte d'un certain nombre de situations, par exemple le fait d'être aidant. Il y a malheureusement, auprès des vieux parents, c'est souvent les femmes qui sont aidantes. Elles y passent du temps. C'est du temps que parfois elles ne cotisent pas. Et donc, il faut reconnaître ce temps. Donc, il y a toute une série de facteurs là qui sont... Et il y a aussi des effets mécaniques de cette réforme qui vont poser question. Des femmes qui partaient à 62 ans, avec 8 trimestres considérés comme cotisés au titre de la maternité et de l'éducation des enfants. Elles vont devoir partir à 64. Bon, elles vont reporter l'avantage
qu'elles avaient avec les enfants et qu'elles mettaient au service d'un départ à 62 va être en partie mangé par le recul de 2 années. Ça, c'est un sujet auquel il faut prêter attention dans les débats, parce que ça va concerner beaucoup de monde. Je veux juste finir sur un point. Il y a des inégalités entre les hommes et les femmes dans la vie active, et on les retrouve comme un reflet, comme un miroir dans le niveau des pensions. Il y a beaucoup plus de femmes à petite pension que d'hommes. Il faut aussi tenir compte du fait qu'elles vivent plus longtemps et qu'au total, en retraite versée cumulée, elles ont un avantage, si je puis dire, même si les dernières années de la vie ne sont pas les plus désirées, ni celles auxquelles on pense le plus spontanément. Ça compte aussi dans les comptes de la retraite. Et donc, les comptes de la retraite, vous savez, c'est ce qu'on demande aux actifs. Ce n'est pas des comptes imaginaires, c'est la mesure de l'effort qu'on demande à ceux qui travaillent. Donc ça compte aussi. Philippe Manière. J'ai pratiquement rien à ajouter parce que Thierry l'a dit, il y a une situation qui est statistiquement différente entre les hommes et les femmes pour toutes les raisons sociologiques, contestables par ailleurs, mais qui ressortissent au fait qu'on connaît. Elle s'occupe plus des enfants, elle s'occupe plus des parents âgés, etc. Il y a également une différence, j'allais dire, statistique. Je ne suis pas en train de dire que les femmes ne sont pas à plaindre à ce titre, mais dont je trouve qu'on ne parle pas assez. Statistiquement, les femmes meurent après les hommes. Et donc, dans un couple, alors, les familles sont de plus en plus éclatées, mais dans un couple, ça veut dire qu'il y a plus de veuves que de veufs. Or, les veuves bénéficient d'une pension de réversion. Je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire. Je veux simplement dire que si on remet à plat d'un point de vue statistique tout ça, vous aurez également plus de femmes bénéficiaires de pension de réversion que d'hommes. Et souvent, la réalité du revenu d'une femme veuve à la retraite, c'est qu'elle a sa retraite, qui n'est pas considérable, et ce qu'on appelle la pension de réversion, c'est-à-dire une partie de la pension de son mari défunt qui vient à faire que son revenu ne soit pas si faible qu'il serait sans ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'alpha et l'oméga, je ne suis pas en train de dire que ça ne justifie pas qu'on prenne des mesures spécifiques, je suis simplement en train de dire que si on commence à parler des femmes statistiquement en termes de longévité, de prise en charge des aidants, etc., il faut aussi intégrer cette dimension-là. Alors, avec une difficulté qui est d'ailleurs la même que pour les pensions après un divorce, enfin les indemnités après un divorce, c'est que malheureusement, pour toutes les raisons de difficultés familiales, d'éclatement des familles qu'on connaît, ça n'est pas toujours la personne qui devrait bénéficier de la pension de réversion au titre de sa contribution au foyer antérieur qui en bénéficie. Donc il y a des tas de difficultés, mais qui sont, j'allais dire, sociologiques, plus qu'arithmétiques ou économiques. Mais je pense sincèrement, pour finir sur ce sujet des femmes, que c'est probablement sur ce terrain qu'Elisabeth Borne, qui je crois n'est pas suspecte de ne pas être sensible à la cause des femmes, sera le plus ouverte à d'éventuels amendements au Parlement. Ce serait assez logique, même si, encore une fois, généraliser est toujours abusif. Dans ce cas en particulier, il y a un petit sujet, en particulier sur cette année cotisation de plus pour certaines femmes dans certaines situations, qui est peu compréhensible. Thierry Pech, je vais vous demander maintenant un effort de vision dans le futur. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Écoutez, je ne suis pas Madame Irma. Oh non, vous ne pouvez pas me répondre ça. Si, je vous réponds, je ne suis pas Madame Irma. Vous pouvez faire mieux qu'elle. Il y a demain donc un mouvement Il y a deux questions. Il y a bien sûr l'intensité du mouvement qu'on va mesurer demain. J'ai tendance à penser que cette intensité sera élevée. Il y a des retours dans les confédérations qui composent l'intersyndicale qui laissent penser que la mobilisation sera haute. J'espère qu'elle sera aussi calme et aussi ordonnée qu'elle l'a été le premier coup, parce que c'est un vrai problème pour le mouvement social s'il est émaillé de difficultés. Et puis il y a un deuxième rendez-vous, qui est le rendez-vous d'une majorité possible à l'Assemblée. Et là, les dernières indications qu'on a sont pas positives. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il y ait une majorité à l'Assemblée pour défendre ce texte. Philippe Manière, même punition. Oui, même punition, parce que je ne suis pas plus Madame Irma, évidemment, que Thierry Pech. La météo sociale, c'est, j'allais dire, encore plus difficile que la météo. Mais on voit bien que ça prend, le mouvement prend. Ce qui me semble important, c'est que, et un peu alarmant, c'est qu'on voit que dans le privé, qui jusqu'alors était très marginalement concerné, on voit s'accroître la participation, et évidemment dans les sondages, on voit que la réforme est impopulaire. J'allais dire, comment pourrait-elle être populaire, puisqu'il s'agit de demander des sacrifices? Qu'est-ce que vous faites lorsque votre réforme est
impopulaire, vous pouvez considérer qu'elle est juste, injuste, nécessaire ou pas. En tout cas, ce sont des efforts qui sont demandés. Voilà. Aujourd'hui, la situation est celle-là. Que peut faire le gouvernement? Alors, justement, j'allais dire, ça c'est la situation de l'opinion et de la rue. Nous sommes, ne l'oublions pas, en démocratie représentative. C'est-à-dire que ceux qui comptent, il y a des gens qui le contestent aujourd'hui, moi c'est qui me sidère, mais nous sommes en démocratie représentative et donc ce qui compte, c'est ce que va décider le Parlement, constitué d'élus régulièrement élus. Vous venez de faire allusion à des élections législatives partielles qui avaient eu ce week-end, parce que précisément, la fois précédente, ça avait été invalidé. Donc les gens qui sont au Parlement représentent les peuples, ont toute légitimité pour voter une réforme qui est proposée par l'exécutif. Il faut quand même ne pas oublier de rappeler ce point-là. Quels que soient les mouvements de rue et d'opinion, et c'est ce qu'on constate, et Pierre Cahuc le rappelait dans un papier récent, chaque fois il y a des mouvements de rue et chaque fois la réforme, moyennant un certain nombre de petits amendements, passe. Moi ce qui me navre, je l'ai dit pour commencer cette émission et je le redis, c'est qu'on ne fasse jamais une réforme suffisante pour qu'on ne soit pas obligé de rejouer ce psychodrame régulièrement. Mais moi, mon pronostic pour répondre à votre question, c'est que, sauf débandade de la droite, mais qui se mettrait dans une situation compliquée parce qu'elle a toujours soutenu la réforme des retraites, sauf débandade de la droite qui me semble assez improbable mais pas impossible, cette réforme sera votée par le Parlement et j'allais dire, in fine, c'est ça qui compte du point de vue de l'effectivité. Un mot de conclusion. Non, mais une démocratie, ce n'est pas une arborescence d'institutions légales, c'est aussi un corps vivant. Et donc on peut avoir toute la légitimité, je la contesterai absolument pas, d'une loi votée par le Parlement, etc. Il n'empêche que une majorité de Français sont critiques sur cette réforme et estiment qu'elle n'est pas juste. Je pense qu'elle aurait pu être plus juste et qu'ils en tireront des conséquences lors des élections à venir. Et ce qui ne se réglera pas dans des négociations qui auraient pu être, à mon avis, plus ouvertes, se réglera dans des urnes prochainement. Et je ne suis pas sûr que ce règlement soit de nature à nous réjouir. Merci Thierry Pech, directeur général de Terra Nova. Merci à vous Philippe Manière, président et cofondateur de la société de conseil Vae Solis Communication.